électronique. Bon, ben voilà. Je vous propose qu'on commence. Ça vous va? Ok, donc on va passer à la deuxième partie de cette journée événement ISO Geodata Solutions. Donc après l'introduction, la première partie présentée par Daniel et Harmonie, donc on va passer à la seconde partie où on va rentrer un peu plus dans le concret, hein, vers de la démonstration de la solution ISOGEO en prenant le cas d'application, enfin deux cas d'application suisse que Umaima va vous présenter. Donc, oui, alors si vous avez des questions, mettez-les sur le chat, ce sera plus simple, donc la conversation. On y répondra à la fin de la démonstration et de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les poser dès que vous en avez. Donc, je vais laisser la parole. Enfin, d'abord, je vais nous présenter. Donc, moi-même, je suis directeur des opérations chez ISOGEO. Donc, je suis en charge de l'accompagnement, à la fois de l'accompagnement des clients dans l'installation, l'usage de la solution ISOGEO. Et je suis aussi, on va dire, je gère l'équipe de développement du produit, donc des évolutions, des corrections, des mises en production, etc. Chez ISOGEO. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'aurai potentiellement la réponse. Et donc, Umaima, vas-y, je te laisse te présenter. Oui, merci. Donc oui, je m'appelle Umaima et je suis actuellement chez Geodata Solutions et je travaille comme ingénieur géoinformatique, globalement sur les solutions SIG qu'on peut offrir à différents clients. Et ben, je te laisse la main pour présenter les deux projets suisses sur lesquels on va s'appuyer pour démontrer le catalogue ISOGEO. Oui. Alors le premier projet sur lequel on a commencé à mettre en place cette solution de catalogage avec ISOGEO et pour le client CIRA, donc, qui est le service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier, dont le réseau s'étend des cantons de Genève, Vaud et Fribourg, qui est quand même un territoire assez conséquent. Cet organisme avait vraiment comme envie de mettre en place son propre SIG d'entreprise pour pouvoir construire et puis gérer son propre socle de données. Et chez Geodata Solutions, on s'est occupé de mettre en place l'hébergement de ce SIG et on offre aussi des conseils stratégiques liés aux applications SIG. Concernant les objectifs du projet Sierra, il y en a plusieurs. Le premier, pour ce client, est de pouvoir faire un inventaire, puis après le suivi d'entretien des équipements qui se trouvent aux abords du réseau autoroutier sur tout ce territoire. La campagne de collecte des données a été réalisée grâce à un bureau de géomètre qui a ensuite après saisi toutes ces données dans les applications ArcGIS de l'hébergement qui a été mis en place pour le compte de Sierra. Et sur la base de ces données qui ont été créées puis valorisées dans l'application ArcGIS, le but est de construire des solutions qui vont répondre à des problématiques d'exploitation opérationnelle et de mobilité terrain. Le deuxième projet dont on va parler ce matin durant la démonstration du catalogue ISOGEO et concerne le CHOSM, qui est un projet qui a été réalisé et fini par Geodata Solutions. Il se présente sous une forme d'application web qui met en libre service des services du coup liés aux données issues d'OpenStreetMap. Toutes ces données sont classifiées par couche et par thème qu'on retrouve dans la source d'OpenStreetMap.
Et on peut interagir directement avec ces données dans l'application pour visualiser les attributs et l'information des éléments qu'on a recherchés via l'application. Pour les objectifs de ce projet, donc, je me répète, mais le premier était de mettre en libre accès ces services sous forme de flux WMS, WFS qui sont issus des données d'OpenStreetMap et de permettre leur intégration possible dans d'autres logiciels SIG ou des plateformes en ligne. On peut du coup, à travers cette application, pouvoir visualiser les données qui s'étendent sur tout le territoire de la Suisse et du Grand Genève, et puis les télécharger dans différents formats, sous forme de shapefile, CSV ou KML. On peut aussi intégrer directement ses propres données dans la visionneuse de cartes, ce qui est quand même un avantage assez considérable. Et les métadonnées, elles ont été répertoriées dans un catalogue ISOGEO. Et je te redonne la main, Léo, pour la suite de la présentation. Donc, on va justement passer à la démonstration de la solution GISO-Géo en prenant donc les deux cas d'usage présentés au MAIMA. Mais avant ça, je vais introduire le fonctionnement de notre solution pour que vous ayez bien conscience de comment elle va fonctionner et on verra ensuite ce fonctionnement directement sur la solution. Donc, comment le catalogage avec ISO-Géo fonctionne? Donc, c'est ce qu'on appelle notre chaîne de valeur, qui se fait en 3 étapes: recenser, documenter, valoriser. Et ce qui va nous permettre de mettre en place cette chaîne de valeur, c'est les données. C'est vraiment la matière première, c'est ce qui va nous permettre vraiment de valoriser, de recenser, etc., et de mettre en place le catalogue de données. Donc, comment ça fonctionne concrètement? On va donc se baser sur des données qui sont stockées soit dans des bases de données, soit dans des répertoires de fichiers, soit sous forme de flux. Et on va d'abord, dans un premier temps, scanner, donc avec un outil qu'on appelle le scan que je vais vous présenter, l'ensemble de ces répertoires, bases de données pour établir un catalogage le plus exhaustif de toutes les données qui peuvent être utilisées, produites dans un organisme. Donc notre scan, il va créer automatiquement une fiche de métadonnées pour chaque donnée géographique qu'il va rencontrer. Au passage, il va aussi signer la donnée. Donc en fait, il parcourt l'ensemble de la donnée à la fois en termes de géométrie et de sémantique. Et il marque cette donnée et c'est ce qui permet de reconnaître la donnée une fois qu'on relance un scan. Et cette reconnaissance va permettre tout simplement de détecter si la donnée elle a été modifiée ou non, et donc de mettre à jour ou non la fiche de métadonnées en conséquence. Donc on a un véritable lien entre la donnée source et la fiche de métadonnées, et qui est pérenne dans le temps, et on est capable, depuis la fiche de métadonnées, de suivre un peu l'évolution de la donnée. Donc ça, c'est pour la phase de recensement, donc qui est faite automatiquement à l'aide de l'outil de scan. Ensuite, on rentre dans la phase de documentation où là, celui qui a la connaissance, donc l'opérateur métier ou l'administrateur SIG, eh ben, il va devoir mettre la main à la pâte pour venir documenter plus précisément toutes les données. Donc le scan, il inventorie et il prédocumente la fiche avec des informations techniques, mais il va rester un certain nombre de métadonnées à remplir, comme la documentation d'un résumé, des mots-clés, d'un contact, des attributs, etc., etc. Je ferai un petit tour du modèle d'une fiche de métadonnées tout à l'heure. Et pour cela, la solution ISOGEO se veut être la plus intuitive possible et la plus ergonomique possible. On a aussi développé un certain nombre de fonctionnalités ou de principes, de méthodes plutôt, qui font qu'on va accélérer ce processus de catalogage qui peut prendre un certain temps. Donc on va avoir des fonctionnalités comme l'édition par lot, donc pouvoir renseigner un champ contact par exemple sur plusieurs fiches à la fois. On va pouvoir gérer aussi un certain nombre de catalogues, on va pouvoir gérer des thésaurus de mots-clés, de thématiques. On va pouvoir aussi donc, gérer un carnet d'adresses, une liste de licences, enfin, voilà, tout ça j'y reviendrai dans le cadre de la démonstration.
On a aussi une navigation qui se veut assez simple, donc avec un moteur de recherche basé sur les champs de métadonnées, qui va nous permettre de retrouver facilement la donnée sur laquelle on doit travailler, et des systèmes classiques de tri, de filtre, de pagination, de sélection, etc. Dans cette phase de documentation, on va aussi donc s'attaquer au web service, et j'y reviendrai aussi dans le cadre de la démo, mais ça va permettre de valoriser à la fois la métadonnée, mais aussi la donnée via son accès avec le service dans l'étape 3. Donc, une fois que cette phase de documentation elle est faite, l'objectif, c'est pas de s'arrêter là, hein, c'est pas une fin en soi de faire du catalogage, hein. Comme l'a présenté Harmony, il y a 1000 manières de le valoriser. Et donc concrètement, ça se présente comment? On va pouvoir déjà publier son catalogue sur une application web. Donc, je vais vous la montrer, c'est l'Open Catalog. On va pouvoir aussi rendre son catalogue interopérable avec d'autres plateformes de catalogage ou des portails nationaux. Donc pour ça, on utilise les formats ISO et CSW, et pour l'open data, on va utiliser le D4. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. On va aussi pouvoir intégrer directement le catalogage dans les logiciels métiers. Donc on a des plugins pour QGIS, pour ArcGIS Pro et pour Web Builder qu'on va vous présenter. Et pour aller plus loin, on peut aussi mettre en place un portail de données. Donc là, on est vraiment sur un véritable site de communication, de promotion du catalogue, mais aussi de tout ce qui peut se faire autour du catalogue, des données géographiques. Donc toutes les applications qui peuvent être mises en place, tous les projets, toutes les personnes concernées, etc. Et pour ça, donc on propose un portail qui est un vrai site éditorial avec un outil d'administration du contenu du site. Voilà, je pourrais vous le présenter aussi si ça vous intéresse. Donc, recenser, documenter, valoriser. On va commencer la partie de démonstration par la première phase, donc de recensement. Donc, je vais tout de suite aller sur notre outil de scan. Donc, comment ça se présente? Donc, je vous disais, alors je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais Isogeo, c'est une application web. Donc, c'est un mode SaaS, hein, on s'y connecte avec un user, un mot de passe, et on arrive directement sur une interface. Donc là, c'est l'interface à proprement parler du scan. Vous verrez qu'il y a d'autres interfaces. Donc le scan, comment il fonctionne? En fait, on a la possibilité de créer différents points d'entrée, soit vers un système de fichiers. Dans ce cas, il suffit d'indiquer un chemin d'un répertoire. On va pouvoir d'ores et déjà rajouter des métadonnées automatiques ou inclure ou exclure des données. Donc dans le cadre de fichiers, ça va être des formats, des dossiers ou des données. Dans le cadre de bases de données, ce sera différent. Donc on peut aussi créer des points d'entrée de type SDE ou de type Oracle, PostGIS, SQL Server. Et dans ces 4 cas, on va dire, on va pouvoir indiquer si on veut inclure ou exclure certains schémas ou tables. Et aussi aller jusqu'à remonter ou non les données qui sont non géographiques. Donc dans des bases de données PostGIS, SDE, etc., il peut y avoir un certain nombre de tables. Et Isogeo est capable aussi de les documenter et de les recenser. Donc, dans le cadre de cette démonstration, je vais prendre l'exemple de CHOSM. Alors, je peux aussi prendre le cas de Sierra, hein, mais donc, je vais peut-être commencer par Sierra rapidement. Sierra, donc on a importé les données dans une base SDE, on a indiqué le fichier de connexion SDE, et on peut voir que le scan, il a détecté toutes les données du projet. Voilà, donc on a bien le schéma et la table, et on a la liste de toutes les données. Pour chaque scan, on peut voir qu'il y a un statut qui change à droite, là. Peut-être zoomer un peu. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Notre outil, il signe la donnée. Donc, entre deux scans, on est capable de détecter si la donnée elle a été modifiée. Auquel cas, on va mettre à jour ou non la fiche de métadonnées. Dans le cas des données CHOSM, on avait fait un petit export en shapefile. Et on a scanné donc le répertoire de fichiers, mais le principe est le même. Il va détecter, dès lors qu'il rencontre une donnée géographique, une donnée avec de la géographie, il va créer sa fiche de métadonnées directement dans l'inventaire. Donc si je prends aussi l'exemple de CHOSM, là entre le premier scan où la donnée était nouvelle, donc au 2 mars, et le second scan du 9 mars
où on a donc, rescanné, on peut voir que celui-ci a détecté que les données avaient été modifiées. Et il a donc mis à jour la fiche de métadonnées en conséquence. Donc là, c'est sur la phase de recensement. Donc tout ça, c'est automatisé avec mon outil de scan. L'utilisateur a la main sur la création des points d'entrée, comme je viens de vous le montrer. Mais une fois que cette étape de recensement elle est faite, on va passer à la documentation précise de la donnée. Donc pour ça, je vais prendre l'exemple des pharmacies. Donc comme je vous le disais, on a un suivi des modifications de la donnée, hein. Donc on peut voir que le 9 mars, la modification détectée, c'était qu'en fait une entité avait été supprimée. Mais on aurait pu avoir aussi l'ajout d'un attribut, la suppression d'un attribut, la modification de l'enveloppe convexe, ou des choses comme ça. Donc, je vais parcourir un peu la fiche de métadonnées pour vous présenter à quoi ça ressemble. Donc, on a d'abord en haut des informations générales, donc le titre qui est important, le nom de la table ou de la couche ou de la donnée. On va avoir un certain nombre de thématiques et de mots-clés. Et ensuite, un résumé qui va décrire un peu plus précisément la donnée. Là, on peut voir aussi que dans les OGE, on peut faire un peu de présentation avec du Markdown, ça rend les choses un peu plus lisibles. Ensuite, en termes de champ de métadonnées, on va avoir toutes les informations qui concernent le cycle de vie de la donnée. Donc pourquoi la donnée elle a été produite. La méthode de collecte qui n'est pas remplie ici, mais c'est comment la donnée elle a été produite, à quelle fréquence elle a été mise à jour. Et on a ensuite, comme je vous disais, le suivi des mises à jour qui est automatique avec le scan. Au niveau géographique, on va avoir l'enveloppe convexe de la donnée, ou l'emprise, le nombre d'entités, le type de géométrie, le système de coordonnées, et on peut aussi compléter une échelle équivalente ou une résolution dans le cadre de données raster. On va avoir aussi des notions de qualité. Est-ce que ma donnée elle est conforme à une spécification? Donc, il y a certaines données qui doivent suivre des spécifications nationales ou internationales, et on peut ici les indiquer. On a d'ailleurs saisi un certain nombre d'exemples, voilà, de spécifications connues en tout cas en France. Hop. On va voir la liste des attributs, donc ils sont remontés automatiquement par le scan, mais il faut ensuite venir les décrire. On a la possibilité de décrire précisément les attributs et d'indiquer aussi potentiellement des valeurs possibles. Ça permet de comprendre tout de suite comment la donnée elle fonctionne, enfin, comment on peut l'interpréter en tout cas. On va avoir aussi des notions de licence. Est-ce que ma donnée elle est diffusable? Est-ce que au contraire il faut qu'elle soit restreinte? Ou est-ce qu'elle est uniquement utilisée par tel ou tel service? Voilà, des choses comme ça. On a aussi le contact, donc qui est l'auteur de la donnée, qui est le point de contact, qui est le fournisseur si c'est une donnée extérieure. Puis d'autres informations techniques, donc le format, la langue de la métadonnée, la date de création. Et je vais entièrement pas cliquer sur l'onglet ressources avant, mais on va aussi pouvoir associer directement la fiche de métadonnées des pharmacies avec un web service. Donc, comme je vous le disais, dans les OGO, on peut recenser aussi les services. Donc là, les deux services WMS et WFS dont parlait Oumaima dans le projet CHESM, on les a recensés dans les OGO. Donc, on peut le voir ici. Il y a une fiche de service qui a été créée. Donc, c'est un modèle de fiche particulier où on récupère le titre, les mots-clés, l'URL, etc. du service, et ensuite la liste des couches. Et ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on va associer les couches du service avec les données scannées correspondantes. Et ça va nous permettre de faire le lien entre la donnée et la fiche de métadonnées. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur l'inventaire et sur le catalogue de manière générale, donc là, on est sur la plateforme d'administration et d'édition du catalogue. Et comme je vous le disais, on va pouvoir faire des choses comme de la sélection par lot. Donc, on va pouvoir donc éditer certains champs communs directement par lot. Donc ça va faire gagner du temps. On va avoir de la gestion aussi de mots-clés, hein, je vous le disais aussi, de catalogues, de thématiques, etc. Hop. Il y a le système de filtre, donc basé sur les champs de métadonnées, le système de tri,
la pagination, etc. Bref, on a un certain nombre de fonctionnalités qui font qu'on parcourt assez facilement le catalogue de données, on s'y retrouve vite. Voilà. Donc, une fois que cette phase... Alors oui, je voulais juste vous montrer aussi un peu l'administration. Donc, comme je vous disais, on a une liste de thésaurus. On peut par exemple gérer un carnet d'adresses. Ça, c'est ce qui va permettre, si j'ai un nom de service ou un nom de personne qui change, de pouvoir modifier directement l'information dans le carnet d'adresses, et ça s'applique à toutes les fiches de métadonnées. On a la même chose pour les licences, les spécifications. Je vous disais, on peut faire son thésaurus de mots-clés et de thématiques. Et on a aussi la gestion des systèmes de coordonnées. Voilà. Donc ça, c'est de la configuration de base du catalogue, mais c'est mine de rien des choses qui font gagner énormément de temps à l'usage pour maintenir le catalogage et aussi pour la première phase de documentation. On a aussi la possibilité, comme je disais, de créer plusieurs catalogues. Ça, c'est ce qui va permettre d'organiser le catalogage et aussi de préparer la publication de celui-ci. Et c'est là que j'interviens sur la notion de partage. Donc, une fois que la documentation elle est faite, l'objectif, ça va être de partager ces données. Et donc, typiquement, pour les données CHOSM, je les ai toutes mises dans un catalogue que j'appelle CHOSM et je les ai partagées à différentes applications. Donc, la première application de valorisation que je vais vous présenter, c'est l'Open Catalog. Donc, c'est un outil propre à ExoGeo également. Donc, on appelle ça un générateur de catalogue web. En gros, donc, dès que je fais un partage avec un catalogue, ça me génère une URL de cette manière, de cette façon, dans laquelle je vais retrouver toutes les fiches de métadonnées que j'ai partagées. Dans ce catalogue, on va donc pouvoir exploiter les capacités du moteur de recherche, donc comme je vous le disais, avec les différents filtres, voilà, ou de la recherche textuelle. Donc, ça me permet de retrouver facilement ma donnée et cette fois-ci, côté utilisateur, de consulter la fiche de métadonnées dans une interface différente de celle précédente, où je retrouve toutes les informations qui ont été saisies dans la fiche, de manière détaillée. L'avantage d'avoir mis un web service, c'est qu'on va aussi pouvoir prévisualiser directement la donnée dans l'outil. Donc là, je retrouve la localisation de mes pharmacies. On va aussi pouvoir exploiter le... Ah non, c'est un petit problème sur cette couche, je me souviens. Le WFS. L'avantage du WFS aussi, c'est que ça permet de faire de l'extraction. Donc, on peut très facilement extraire la donnée avec le WFS. Voilà, là, je l'ai récupéré en shape. Voilà pour l'Open Catalog. Donc, c'est un générateur de catalogue. Vous pouvez en générer autant que vous voulez. Vous pouvez en créer un pour, par exemple, pour l'interne, un pour l'externe, un pour un partenaire en particulier. Voilà, il suffit d'indiquer cette URL. Autre outil de valorisation, on va avoir donc le CSW dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il est généré lui aussi automatiquement par l'API ISOGEO. Donc, là, on est sur un langage interopérable XML, mais c'est ce qui va être lu par des portails compatibles. Donc, il suffit cette fois d'indiquer l'URL des capacités du service qu'on a là-haut. Et on peut tout de suite se faire moissonner par le portail qui va récupérer toutes les métadonnées correspondantes et aussi le lien vers la donnée avec le service WFS notamment. Donc c'est ça qu'il faut indiquer, par exemple à Geo4 pour publier son catalogue en quelques clics sur ce portail. Voilà, ensuite je vais passer la main à Umaima qui va vous présenter la valorisation des données ISOGEO dans le plugin QGIS, mais aussi pour les données Sierra qui étaient en Esri, dans le plugin ArcGIS Pro et notre widget Web App Builder. Ouais, merci. Il faut que tu prennes le partage d'écran. Je fais ça. Et j'enlève mon petit tête du partage d'écran. Alors, pour commencer, je vais commencer avec le plugin QGIS. Donc, j'ai ouvert mon projet QGIS dans lequel je vais, à travers
le plugin IsoGeo dédié à QGIS, pardon, accéder au catalogue qui a été créé pour les données de CHOSM. Donc, on retrouve aussi le moteur de recherche, comme tu disais, Léo, qui va rechercher dans les mots-clés qui ont été renseignés, dans tous les champs qui ont été renseignés dans les fiches de métadonnées. Et j'aimerais pouvoir accéder aux pharmacies qui m'intéressent. Donc, je peux rentrer directement dans la barre de recherche générale et visualiser les résultats qui ont été retournés. Ici, je vais ouvrir donc la fiche de métadonnées IsoGeo liée à cette donnée et pouvoir aussi consulter sous un autre format les métadonnées qui ont été renseignées, qui décrivent les pharmacies. Donc, je retrouve dans l'onglet des attributs l'explication et la description de chaque champ. J'ai aussi accès au contact principal de la donnée si j'ai besoin d'avoir un renseignement supplémentaire. Et puis, j'ai aussi là accès à l'historique de modification de la donnée et je retrouve ce qui a été automatiquement été relevé par le scan. Et pour aller plus loin, et c'est ce qui est très intéressant justement dans l'utilisation de ces outils d'application SIG, c'est que je vais pouvoir ajouter le service web WMS qui a été lié à cette fiche de métadonnées et la visualiser directement dans mon projet QGIS. Et je vais faire la même chose avec le Web Feature Service qui a été aussi attaché à cette fiche de métadonnées et qui me permet lui d'accéder plutôt aux attributs de la donnée. Donc tout est l'avantage justement de l'utilisation de ce plugin dans une application comme QGIS, c'est que je peux m'assurer que la fiche de métadonnées correspond bien à l'élément que je recherche et pouvoir aussi charger très facilement ces données-là dans un projet pour constituer une carte. Ensuite, je vais vous présenter pour le catalogue des données SIRA l'utilisation qu'on en a faite plutôt dans les applications Esri, donc avec ArcGIS Pro, puis après dans une web application. Donc là, ici, le plugin IsoGeo d'ArcGIS Pro se présente un peu comme celui dans QGIS. On retrouve toujours le moteur de recherche configuré sur tous les champs métadonnées qui ont été renseignés dans ce catalogue. Et ici, ce qui m'intéresse de rechercher, c'est des données qui sont liées à la thématique végétation. Donc là, j'ai deux résultats qui sont ressortis. Je vais d'abord consulter la fiche de métadonnées des haies pour commencer. Donc, je peux retrouver les informations générales de résumé de la donnée. Je retrouve aussi le contact, les contacts ici pour ce cas-là des personnes qui sont soit propriétaires de la donnée ou qui sont administrateurs de la donnée. J'ai aussi accès à l'historique de la donnée. Ici, on voit qu'entre deux scans qui ont été réalisés, on voit le nombre d'entités qui ont été ajoutées dans la couche. Ainsi que des changements de structure dans le modèle de la couche. Et ici, je vais ajouter du coup le feature service au format Esri à ma carte des haies. Tada, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et pour constituer ma carte ici, j'aimerais aussi ajouter celui des surfaces arborisées pour vraiment créer une carte de croisement de données sur la thématique de la végétation. Et puis en zoomant un peu plus, je vois bien que ces deux données ont été ajoutées à ma carte et je peux les interroger, enregistrer ma carte et puis la partager et travailler dessus. Maintenant, je vais reproduire la même chose dans une autre application
toujours dans les solutions Esri, mais on est dans une web application. Donc là, on ne parle pas vraiment de plugin, on parle plutôt de widget, mais le fonctionnement reste très équivalent. Donc là, via mon moteur de recherche, je vais toujours, ce qui m'intéresse encore, c'est de pouvoir faire une carte sur la thématique de la végétation. Voilà, je retrouve donc les surfaces arborisées et les haies. Ici, je visualise directement l'emprise de la couche sur la carte. Et j'ai aussi accès déjà au résumé qui a été renseigné dans la fiche de métadonnées. Je peux d'ailleurs ouvrir cette fiche à l'aide de cette fonctionnalité et je retrouve toujours les mêmes éléments de description de la donnée. Et maintenant, je l'ajoute à la carte donc, via le feature service qui a été lié à cette fiche de métadonnées. Et je vais aussi ajouter les haies sur ma carte. Voilà. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut directement dans le widget IsoGeo accéder à la liste des couches de la carte qui ont été ajoutées via ce widget. Donc, je ne suis pas obligée de venir ouvrir ici le widget déjà natif de la web application. Je peux directement y accéder via directement l'interface du widget IsoGeo. Et par contre, pourquoi je n'ai plus... Ah, ok, problème de recherche. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que je peux sauvegarder cette carte que je viens de réaliser. Je vais appeler ça carte végétation. Hop, je l'enregistre. Donc là, elle fait partie de ma liste de cartes que j'ai pu réaliser dans cette web application. Et je vais rafraîchir. Mince, c'est ce que je voulais faire. Et je vais rafraîchir mon application. Comment? Non, vas-y, vas-y. Je vais rafraîchir mon application pour vous montrer maintenant. Donc là, je pars d'une carte pardon, qui est sans couche. Et je vais venir recharger la carte que j'ai créée précédemment à l'aide du widget. Et donc, j'ai fini de présenter un peu les outils dans différentes applications SIG qui nous permettent vraiment de faire de la valorisation et comment on peut utiliser cette solution de catalogage et enfin, surtout d'accéder aux catalogues qui ont été créés dans les OGE. Et Super. je donne la main. Ouais, bah, je reprends la main. Donc, on en a terminé avec cette démonstration. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Donc, n'hésitez pas, allez-y. On peut aussi vous remontrer certaines fonctionnalités au besoin. Donc, est-ce que déjà ça a été clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Personne se lance? Bon, bah, Omaima, pose-moi une question. Oui. Alors, ma première question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est est-ce qu'il est possible d'utiliser et d'exploiter des feature services Esri via le plugin QGIS par exemple? Eh bien oui, ma chère Omaima, c'est tout à fait possible. Donc, on est
pas aller hyper loin dans la démonstration du plugin QGIS, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on gère en effet différents types de ressources. En fait, on va gérer un peu tout ce qui est gérable par QGIS, hein. Donc, depuis peu, ils savent gérer les services d'entité Estri. Donc, on sait aussi les gérer via notre plugin. Donc, voilà, on n'est plus sur les données de démo de la Sierra, mais moi, j'ai quelques données démo avec lesquelles j'ai des map services Estri associés. Donc, par exemple, les arbres remarquables, je vais pouvoir à la fois ajouter la version map service OGC, feature service, mais aussi la version Esri. Donc, si je clique sur l'EMS, là, voilà, j'ai directement le map service Esri qui est ajouté à la carte. Je peux aussi ajouter le feature service. Voilà. Autre chose aussi que je vous ai pas, qu'on n'a pas pu vous montrer jusqu'à présent, mais l'avantage du plugin QGIS, c'est qu'il va pas non seulement exploiter les map services, mais il est capable d'exploiter aussi directement les connexions en base de données. Parce qu'en fait, euh, dans QGIS, pour les utilisateurs réguliers de QGIS, vous avez la possibilité, vous connaissez, hein, vous avez la possibilité de gérer des connexions à des bases de données, donc avec différents utilisateurs, différents droits, etc. Et ben l'intérêt du plugin QGIS, c'est que comme nous, on scanne la donnée, ben, on connaît le nom de la base, on connaît le nom du schéma, on connaît le nom de la table. Et ben, le plugin QGIS, sa force, c'est qu'il va rechercher dans les connexions enregistrées de l'utilisateur s'il n'y a pas une correspondance possible sur les informations que je viens de vous donner dans le catalogue. Donc, typiquement, là, sur ma donnée zone touristique internationale, il a détecté que la couche zone touristique internationale était accessible depuis les 3 connexions qu'on voit ici, là, Postgre. Donc, IsoGeoAdmin, IsoGeoDemo, IsoGeoTest, qu'on retrouve là dans l'explorateur de QGIS. Et ça va permettre d'ajouter tout simplement directement la table. Donc là, j'ai ajouté la table avec ma connexion IsoGeoDemo des zones touristiques internationales. Donc là, on est sur une table qui n'est pas éditable parce que c'est un utilisateur en lecture. Mais si j'avais utilisé ma connexion d'admin, voilà, il m'ajoute de nouveau la table, mais cette fois, comme vous pouvez le constater, j'ai les droits de modification de la donnée puisque c'est lié tout simplement au droit que j'avais en base. Voilà, on fait aussi la même chose pour les données Oracle. Donc cette fois, il regarde dans les connexions Oracle. Et ce qui est intéressant avec cet exemple-là, on vous en a pas montré depuis le début, c'est que c'est pas une donnée géographique. Comme je vous le disais, on recense aussi les tables. Donc là, on est sur une fiche de table. Donc une fiche de table, ça a moins d'informations qu'une fiche de données classique, notamment sur la géographie, hein, puisqu'on n'a pas on n'a pas d'emprise géographique ou des choses comme ça. Mais on a quand même toutes les informations sur la table. Et cette fois, je vais pas ajouter la couche à la carte, mais je vais ajouter la table. Voilà. Donc là, on retrouve les autorisations d'urbanisme qui ont été ajoutées à mon projet QGIS. Donc en fait, voilà, une fois que le catalogue il est bien documenté, que les connexions PostGIS, Oracle, etc. sont créées, ou si je suis sur du SDE, que j'ai mes web services qui sont disponibles, et je vais pouvoir très facilement diffuser mon catalogue de données au sein de l'organisation à des utilisateurs de QGIS. Donc ça peut toucher un grand nombre d'utilisateurs. Et la finalité, c'est qu'ils ont même plus besoin de passer par leur explorateur, mais par le catalogue pour pouvoir accéder au patrimoine de données géographiques et pouvoir l'exploiter directement dans leur outil métier. Voilà. On voulait faire un focus là-dessus. Est-ce que vous avez des questions encore? Merci. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il existe des versions web qu'on peut intégrer à des clients cartographiques comme GeoMapFish ou LISMAP, par exemple? GeoMap quoi? J'ai pas entendu le premier. GeoMapFish ou bien LISMAP. Ou LISMAP. Ce sont deux clients cartographiques. Est-ce qu'il existe des versions web qu'on peut facilement intégrer? Alors, sur l'ISMAP, ce qu'on fait en fait, c'est que dans le plugin QGIS, on peut indiquer une URL ici.
Et en fait, cette URL-là, quand elle est indiquée, elle est ajoutée c'est où c'est? Elle est ajoutée aux métadonnées QJ Server qui sont là, qu'on remplit également. Et ces métadonnées QJ Server, c'est celles qui sont récupérées par l'ISMAP quand on publie une carte sur l'ISMAP. Et en fait, ça permet d'ajouter directement le lien vers la fiche de métadonnées dans la carte ISMAP. Donc on a quand même un lien qui est facile à faire, mais pour ça, il faut avoir le plugin QGIS, puisque c'est lui qui va écrire dans les informations QGIS Server qui sont récupérées ensuite par l'ISMAP. Par contre, GeoMapFi, je ne le connais pas. Moi, je me rappelle, ça, dans GeoMapFi, on avait pas mal avec GeoMapFi, on avait des petites icônes pour renvoyer sur des sites web, en fait, à chaque fois, sur une page web. Il n'y a pas un plugin directement dans l'interface, comme ici en desktop, de charger des couches. Et ça peut être saisi manuellement dans GeoMapFi, l'URL En fait, on l'URL ou met pas? pas une URL. Quand on configure la couche, on mettait une URL, mais cette URL, on voit du coup à une page web, donc en dehors de l'application. Oui, bah du coup, ça, c'est entièrement faisable avec l'outil Open Catalog. Il suffit d'indiquer l'URL de la fiche. Et en fait, c'est aussi ça qui est récupéré hein, quand on fait avec l'ISMAP. Là, en fait, je mets dans mon plugin QGIS, je mets l'URL de base de mon Open Catalog ici. Et c'est cette URL qui est récupérée et ça génère automatiquement le lien en fait vers la fiche dans cette fiche-là, quoi, par exemple. Donc il y a un lien possible aussi avec l'ISMAP. Voilà, pour répondre à votre question. Merci. Tu as une question? Ah, tu l'as écrit? Pardon. Apparemment, on a une question qui a été écrite dans le chat. Non, je n'avais pas vu qu'il y avait un truc dit. Ok. Dans le chat ou question-réponse? Question-réponse. Du coup, une question de Daniel Ribeiro. Vous avez parlé d'un portail de valorisation plus global. Est-ce possible de voir à quoi ça ressemble? Je crois qu'on t'a perdu rapidement. Bon, vous m'avez perdu parce que mon VPN m'a joué des tours, mais la question c'est sur le portail, c'est ça? Oui, le portail plus global de valorisation. Ok. Eh ben, c'est parti. Donc oui, c'est vrai que je vous en ai parlé dans la chaîne de valeur, mais on fait aussi des portails de données. Donc comme je vous le disais, là on est sur un véritable site web de communication, donc il est charté en fonction de l'organisme. Là c'est notre portail de démo, donc c'est sur la République Isogéo, hein, la bien connue. Donc on a charté avec notre propre charte graphique et tout ce que vous voyez là partout, là c'est configurable, hein, tous les widgets, tous les menus, voilà. Donc je peux rentrer un peu dans le détail, mais en gros, l'objectif, c'est forcément déjà de présenter les données. Ça, c'est vraiment toujours notre matière première, hein, le cœur de notre plateforme. Donc là, on retrouve l'ensemble des métadonnées documentées dans un portail. Dans le portail, on a les différents filtres sur les côtés là, qui vont nous permettre de retrouver facilement nos données. Alors, ma donnée sur les arbres, par exemple, je peux la retrouver ici, plus toutes les autres données qui ont des informations sur les arbres. Je peux consulter sa fiche de métadonnées. Donc là, on est vraiment sur une présentation voilà, un peu plus sexy, pour reprendre les termes harmonie de tout à l'heure. Donc on revoit toutes les informations de métadonnées qui ont été saisies. Hein. C'est tout l'intérêt de la solution, hein, c'est que les données vont être documentées une fois et ensuite on va les valoriser plein de fois. De nouveau, je peux prévisualiser ma donnée directement sur le portail. Donc là, ça exploite. Euh, dans toutes nos applications tiers, ce qu'on appelle nos applications tiers, nos applications de valorisation, on s'efforce à être compatible avec l'ensemble des formats de services géographiques. Bon, là, j'ai un petit souci, mais normalement, les arbres s'affichent. OK. Ça, c'est des choses qui arrivent.
Il suffit que j'ai un souci avec mon serveur et ça fait ça. Bon. On va avoir aussi la possibilité de télécharger la donnée ou la fiche de métadonnées. Des fois, ça intéresse les gens d'avoir en format PDF. Bon, ça peut toujours être utile et c'est généré automatiquement. On retrouve les attributs. Voilà. On commence à avoir les habitudes enfin. Et l'intérêt, c'est de pas présenter uniquement les données, mais aussi tout ce qui peut se faire autour du patrimoine de données géographiques, donc les applications. On peut faire des accès thématiques à des données. On peut présenter des groupes de travail, des personnes en particulier. Là, on a toute l'équipe ISOGEO, des partenaires, etc. On a aussi la possibilité de gérer son propre blog d'actualité. Donc pour présenter voilà, une conférence, un nouveau projet, des nouvelles données, une nouvelle application. Voilà, ça permet vraiment d'animer tout ce, de communiquer sur tout ce qui se fait autour des données SIG. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ce portail il est entièrement administrable. Donc vous avez la main sur une interface d'admin. Donc c'est un CMS pour ceux qui connaissent, donc qui vous permet de gérer tout le contenu du site. Donc, tout à l'heure, je vous présentais les membres de l'équipe ISOGEO, et ben voilà, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter ou supprimer un membre assez facilement. Pareil pour les actualités que je vous ai présentées tout à l'heure. Elles sont entièrement rédigeables depuis cette interface. Voilà, donc on a un véritable éditeur de texte intégré. Voilà. Pareil pour les menus, le pied de page. Et oui, l'intérêt aussi de ce site de communication, c'est qu'on va pouvoir échanger directement avec les utilisateurs. Typiquement, si un utilisateur il a une question sur une donnée, il peut utiliser ce qu'on appelle le fil de discussion. Voilà, donc il y a un onglet discussion ici qui permet de poster des messages directement sur la donnée et d'échanger. Voilà, apparemment on a fait un test. Et en fait, tous ces messages, on les retrouve directement dans l'interface d'admin aussi. Donc les administrateurs peuvent consulter ces messages et savoir qui les a envoyés et éventuellement leur répondre soit directement dans le portail, soit par mail ou autre. On a aussi un système de contact général. Donc, dès qu'une personne externe au portail veut, par exemple, avoir un accès ou autre, il peut directement faire sa demande ici. Et pareil, on la retrouve dans l'interface d'admin. Donc, l'administrateur du site peut traiter la demande ou non. Voilà, ce portail aussi pour info, il peut être connecté à un Azure AD ou à un Okta. Voilà, c'est des choses qu'on a mises en place ces derniers temps. Mais ça permet de facilement rendre accessible le portail à un grand nombre d'utilisateurs dans l'organisme. Et voilà, c'est à peu près tout sur le portail. Donc on a déjà pas mal d'exemples de portails qui sont en ligne. On en a d'autres qui sont pas en ligne parce que c'est des organismes qui peuvent pas diffuser leur catalogue de données. Mais c'est un outil qui est de plus en plus apprécié par nos utilisateurs pour promouvoir à la fois leur catalogue de données et aussi tout le travail qu'ils peuvent effectuer au sein de l'organisme autour des données géographiques. Voilà. Ça permet aussi de mettre en valeur le service SIG et d'élargir le public qui a accès à cette information géographique. Voilà pour notre portail de données. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée ou à distance? Profitez-en. Je ne serai pas là tous les jours. Les attributs récupérés dans la métadonnée, c'est fait automatiquement par le scan, j'imagine. Oui. Oui, tout à fait.
J'ai entendu, c'est la question, je crois. On récupère aussi les alias d'un tribut. Là, j'en ai pas sur les données de Sierra et de CHESM, mais les alias d'attributs SDE ou les commentaires PostGIS ou Oracle qui sont récupérés. Donc, tout ce qui est documenté dans la base sur les attributs, on le récupère déjà. Donc ça, c'est important. Ah, ok. Donc, on a une question de Kadim. Bonjour, merci. Je voudrais savoir comment les droits d'accès aux données sont gérés. Aux données ou aux métadonnées? Parce que on a un distinguo à le faire. Euh, sur les métadonnées, c'est la notion de partage, comme tout à l'heure. Donc, on choisit un catalogue qu'on partage à des applications et ensuite, ces applications n'ont accès qu'aux métadonnées qui sont partagées. Ok, bon bah voilà. Et en ce qui concerne la donnée, là, ça va être les droits, comme je vous disais, d'accès PostGIS ou les droits sur les services SRI qui vont jouer, quoi. On peut partager la métadonnée, le service qui va avec, et c'est pas pour autant que la personne aura accès à la donnée, puisqu'il faut qu'elle ait aussi les droits d'accès sur le service ou qu'elle ait une connexion PostGIS, Oracle, SDE enregistrée, quoi. Qu'elle ait l'accès à la donnée. Donc c'est vraiment un système de partage de catalogue. On peut typiquement faire un catalogue pour l'interne, un catalogue pour l'externe, comme je vous disais tout à l'heure. Et sur le portail, typiquement, ce qu'on va pouvoir faire en fait en termes de gestion de droits, c'est que selon le profil d'utilisateur, il aura accès ou non à un catalogue particulier. Donc là, typiquement, l'utilisateur public, il a accès uniquement au catalogue de données publiques. L'utilisateur est authentifié, qui pourrait s'apparenter à quelqu'un de l'organisme, il a accès à tout le catalogue interne. Donc il a le droit d'accès à plus de données et de plus de métadonnées. Très bonne question. Est-ce que ça y répond? Ok, parfait. Merci à vous. Alors, une question de Catherine. Comment a été fait le choix des champs de métadonnées? Est-ce que vous appliquez toujours le même modèle de métadonnées? Alors, le choix, comment il a été fait? Bah, assez simplement, hein. On a suivi la norme ISO et la directive Inspire européenne. Donc, on est sur le modèle ISO 1915, qu'on a tout de même enchéri des attributs, hein. Vous avez pu le voir, hein. Donc, on a toutes les informations des attributs. Et on a rajouté aussi deux, trois champs qui nous paraissaient cohérents. Donc la gestion des catalogues, ça c'est pas forcément dans le modèle ISO. On va avoir aussi le nombre d'entités, voilà, donc toutes les infos qu'on peut récupérer, les alias d'attributs typiquement. Voilà, toutes ces choses qu'on récupère automatiquement en plus. Donc on applique toujours le même modèle de métadonnées, oui, c'est donc le modèle ISO-GEO, enfin le modèle ISO 1915 sur enchéri des champs ISO-GEO. Mais en général, il répond globalement aux besoins, quoi. Il y a déjà beaucoup de champs à documenter et c'est rare qu'on nous demande d'en documenter plus.